Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais me répondre à une question d'un de mes abonnés qui porte sur le secteur du pétrole et du gaz et développer ensuite plus loin sur les perspectives à 5 ans, 10 ans, voire 15 ans de ces classes d'actifs dans le cadre des politiques de transition énergétique qui sont conduites en ce moment en Europe et bientôt aux États-Unis. Alors, ce qui a inquiété donc mon abonné, c'est la publication d'un rapport par l'EIA, qui est l'Agence de l'énergie américaine, dans lequel il est mentionné ici que si on veut respecter les objectifs d'émissions de gaz à effet de serre, les 1,5 degré et compagnie, qui sont voulus par les pontes du GIEC, il faudrait suivre une feuille de route assez drastique. Et donc l'Agence de l'énergie américaine recommande qu'il n'y ait plus d'approbation pour le développement de nouveaux champs gaziers et pétroliers dès maintenant, c'est-à-dire dès l'année 2021. C'est dans ce slide du rapport qu'on peut le lire, et donc aucune nouvelle autorisation de construction aussi de nouvelles centrales à charbon. Donc ce programme que vous voyez là, hein, c'est pas l'expression du monde réel, hein, déjà. C'est la vision imaginaire de quelques bobos de grandes villes qui ont été satisfaits ou qui veulent plaire à leur nouveau maître qui est Joe Biden. Et du coup, bon, ils vont sortir des rapports à la gloire de la transition énergétique dans lesquels on serait dans un monde plus ou moins parfait, ou plutôt cauchemardesque, hein, parce qu'un monde sans énergie fossile dans le contexte actuel, à mon avis, ça serait pas brillant, bon, peu importe. Donc, dans ce monde idéal ou cauchemardesque selon les points de vue, on aurait toutes sortes de mesures prises, donc il y aurait toutes sortes de restrictions, un usage des énergies fossiles qui décroîtrait très rapidement pour arriver à un niveau quasiment zéro en 2050. Alors, ce qu'il faut voir dans un premier temps, c'est qu'est-ce que représentent dans le monde les personnes qui croient dans ces choses-là, dans ces politiques de transition énergétique, dans le fait qu'en 2050, on arrivera à se passer complètement d'énergie fossile. La population européenne, c'est 450 millions d'habitants pour l'Union européenne. Les États-Unis, c'est 320 millions. Bon, si on ajoute les pays satellites de ces ensembles-là, on arrive péniblement, mais vraiment très péniblement, à 1 milliard d'habitants. Sur ce 1 milliard d'habitants, il y en a une part significative qui n'a aucune envie de se passer d'énergie fossile, qui n'a aucune envie de vivre en mode Amish, etc. Donc, bon, Biden a été élu aux États-Unis avec à peine plus de la moitié des voix. Donc en Europe, vous avez tous les pays d'Europe de l'Est qui ne partagent pas du tout le point de vue de la France ou d'autres pays sur la vitesse à laquelle il faut réaliser la transition énergétique. Donc en gros, on peut dire qu'il y a péniblement dans le monde aujourd'hui 500 millions de personnes qui est vraiment convaincu de la nécessité des politiques de transition énergétique et qui croit dur comme fer dans le fait qu'une planète avec 2 ou 3 degrés de plus serait quasiment la fin du monde et serait quasiment impossible à vivre. Bon, ces 500 millions de personnes, c'est péniblement, bon, ça va représenter à peu près 7% de la population mondiale. Deuxième chose, ce sont les lois de la biologie et la physique. Alors, une des caractéristiques de la vie, c'est que c'est une structure dissipative qui a pour objectif de maximiser le flux d'énergie qui la traverse. Donc, de tout temps, depuis toujours dans l'évolution, les espèces qui sont imposées face aux autres sont celles qui utilisaient le plus les ressources d'énergie disponibles dans le milieu face à celles qui n'arrivaient pas à le faire. Donc il n'y a pas de miracle, hein. C'est vrai pour l'homme. L'homme s'est imposé face à toutes les autres espèces de la planète parce qu'il a su maximiser l'utilisation des ressources d'énergie du milieu, d'abord avec le feu, ensuite avec le charbon, ensuite avec d'autres énergies, ce que n'arrivaient pas à faire les autres espèces, ce qui lui a permis d'atteindre la position dominante. Quand on est à l'échelle des civilisations, c'est exactement pareil. La civilisation occidentale s'est imposée face au reste du monde à l'époque industrielle parce qu'elle a développé des techniques qui lui permettaient d'utiliser plus d'énergie que les autres civilisations. À l'avenir, évidemment, ça ne va pas changer.
Il y a plusieurs civilisations en compétition en ce moment, il y en a toujours eu. Il y en a deux que je vois personnellement se développer, monter assez fort en ce moment, qui sont toutes les civilisations d'Asie du Sud-Est et d'autre part la civilisation islamique en ce moment. Donc les deux ont une stratégie, comme par hasard, qui sont tournés vers une utilisation plus grande de l'énergie. Alors la civilisation islamique le fait par le biais de la démographie, une stratégie qu'on appelle R, qui permet d'utiliser plus d'énergie du milieu quand elle est disponible. Et les civilisations d'Asie du Sud-Est utilisent aussi de plus en plus efficacement l'énergie par une autre stratégie qui sont le progrès technique et scientifique. Donc vous voyez que bon, les États-Unis au niveau de l'armement, alors l'armement c'est simplement un indicateur de la capacité à utiliser l'énergie par une civilisation. Les civilisations les plus avancées ont l'arme atomique, qui est la forme la plus puissante d'énergie aujourd'hui disponible. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, sont derrière la Chine et la Russie pour l'usage des armes hypersoniques, qui sont quand même un secteur fortement d'avenir dans le domaine militaire, et qu'au fur et à mesure que les moyens, la puissance économique de la Chine et des pays d'Asie du Sud-Est va augmenter, il est probable que les États-Unis viennent à perdre leur avance. Donc si une civilisation décide volontairement d'entrer dans une politique de décroissance, de se priver de l'énergie disponible du milieu, ben, elle sera tout simplement remplacée par d'autres, hein, ça, il n'y a pas de problème, ce sont des lois de l'évolution, et on ne parlera plus au bout de quelques décennies de cette civilisation. Ça a toujours été comme ça dans le passé depuis la nuit des temps, et ça n'a aucune raison de changer à l'avenir. Donc voilà pour ces quelques rappels de base. Alors maintenant, est-ce que dans les décennies qui viennent, les pays occidentaux vont arriver à imposer au reste du monde leurs idées de transition énergétique? Alors là, il y a une vision qui me semble d'une arrogance complètement délirante. Alors, les bobos de grandes villes d'Europe de l'Ouest, des États-Unis, ils adorent pondre de grandes idées sur la décolonisation, sur le fait qu'il faut respecter les autres. Bon, ça c'est évident, c'est très bien. Et en même temps, ils se croient encore totalement les maîtres du monde. Alors, quand vous regardez en France ce qui se passe, on a eu l'affaire du siècle sur la transition énergétique en France. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, et là, on a vraiment l'impression que les gens qui croient à ces choses-là s'imaginent qu'ils sont complètement au centre du monde, alors que la France, c'est moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais malgré ça, les promoteurs de l'affaire du siècle croient vraiment que s'ils réussissent à imposer leurs idées en France, ça va changer quelque chose, ça va changer quoi que ce soit sur la marche en avant des choses du reste de la planète. Alors, il faut bien vous dire que si on éradiquait totalement toute forme de vie en France par un tapis de bombe atomique aujourd'hui, au bout de 2 ans, ça se verrait même pas sur les courbes de consommation mondiale de pétrole et de gaz. On aurait peut-être une petite dent de scie de quelques mois qui serait visible sur les courbes. Et puis c'est tout. Ça, c'est le vrai rôle, le vrai impact qu'a la France aujourd'hui dans le monde. Et même si vous passez à l'échelle de l'Europe entière, ou même Europe plus États-Unis, la part de ces pays dans les émissions de gaz à effet de serre est devenue nettement minoritaire, et la part de ces pays dans la croissance des émissions de gaz à effet de serre est aujourd'hui complètement insignifiante. Ceux qui ont les clés en main aujourd'hui, ce sont les pays émergents, l'Asie du Sud-Est, la Chine, l'Afrique, etc. Ce sont eux qui feront les consommations d'énergie fossile de demain. Donc pour en revenir à la question de mon abonné, est-ce que c'est inquiétant pour nos investissements en pétrole et en gaz que l'Agence internationale de l'énergie affiche des objectifs de ce genre? Certainement pas. Dites-vous bien que ça n'est pas quelques bobos placés en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis qui vont dire à Vladimir Poutine de fermer les champs de gaz de Gazprom, qui vont fermer les exploitations pétrolières en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs.
Ça, c'est du délire total. Donc, certainement pas. S'il y a de nouveaux champs gaziers et pétroliers à développer, ne vous inquiétez pas, il y aura des entreprises pour le faire. Si ça n'est pas les entreprises d'Europe de l'Ouest, il y a d'autres entreprises qui sont sur les rangs, qui ne demandent que ça, de prendre le relais, des entreprises chinoises, des entreprises russes, des entreprises asiatiques diverses. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Ce que raconte l'EIA n'aura aucune influence sur la marche réelle des choses. Alors maintenant, quand même, du point de vue de l'investisseur, il y a des conséquences dans ce que dit l'EIA en ce moment. Les conséquences, c'est qu'on a des pays occidentaux qui deviennent plutôt hostiles aux énergies fossiles en ce moment. Bon, c'est malheureux, moi je trouve, mais c'est comme ça c'est un fait. Au moins temporairement, l'administration américaine, tant que Biden est en charge, ça durera sans doute pas éternellement, et une partie des pays d'Europe, au moins les pays d'Europe de l'Ouest, c'est pas la même chose en Europe de l'Est, hein, ils sont beaucoup plus réalistes en Europe de l'Est, mais en Europe de l'Ouest, c'est le cas. Donc ce qui risque de se passer, c'est que nos champions pétroliers, on avait des champions du pétrole, il y avait Total, il y avait BP par exemple, il y a des majors pétroliers américains. C'était de belles entreprises qui employaient beaucoup de monde, qui avaient d'excellents résultats. Bon, tout le monde était content. Bon, là, l'État a envie visiblement, va faire l'État français ou l'État anglais ou peut-être l'État américain prochainement vont leur mettre des bâtons dans les roues. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'on va transformer des champions pétroliers rentables et indépendants en foreur de subventions pour projets énergie renouvelable à rentabilité au mieux douteuse. Et on risque d'avoir à ce moment-là une sorte de capitalisme de connivence qui va s'installer entre ces anciens champions pétroliers et les États concernés. Et ça, bon, en tant qu'actionnaire privé, ça me plaît pas trop. Clairement. Donc on voit les premiers signes chez Total. Alors ça va pas être immédiat, ça va prendre peut-être une dizaine, une quinzaine d'années. Donc il y a Total qui commence à faire du greenwashing, à changer son nom en Total Energy, BP qui affiche son objectif, un objectif zéro carbone bientôt et de réduire fortement ses investissements dans les nouveaux champs pétroliers gaziers. Donc moi, quand je vois ça, si j'ai un conseil à vous donner, ben, investissez dans les entreprises pétrolières gazières de pays qui soutiennent leurs champions pétroliers. Il y en aura plein. Il y a notamment la Russie. Moi, j'ai totalement confiance là-dedans dans le dirigeant, dans Vladimir Poutine, pour continuer à soutenir à fond, pour être à fond derrière son secteur pétrolier. Les pays asiatiques, il n'y a pas de souci aussi. L'Australie a pas mal de mines, de projets miniers. Pour l'instant, ne met pas de bâton dans les roues dans ces entreprises minières. Donc, voilà, en Afrique, on a plein de projets de small mid-caps pétrolières qui sont souvent cotés sur la place de Londres, mais qui sont installés en Afrique, où là aussi il y a de bons développements, il y a un soutien partout donc des États concernés, des structures financières derrière, qui font qu'elles ont un bon avenir. Donc allons plutôt vers ce genre de société, plutôt que chercher à investir dans des majors pétrolières européennes qui vont être de plus en plus pénalisés par les politiques énergétiques dites de transition de nos États qui sont malheureusement mises en place en ce moment. Alors je vais continuer sur la demande mondiale en pétrole et en gaz. Alors vous allez voir ce qui se passe. Donc là ce sont les prévisions toujours de notre agence internationale de l'énergie. Et là par contre je pense que c'est correct, on peut faire confiance à ce qui est écrit. Donc l'EIA prévoit que le niveau d'avant-crise du Covid va être atteint dès le milieu de l'année 2022 pour la consommation et production mondiale de pétrole. Donc dès 2022, on aura retrouvé la situation d'avant Covid et ensuite la croissance va continuer, même si le transport aérien reste pénalisé. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est au deuxième trimestre 2021, on est à peu près à 97 millions de barils par jour. C'était grosso modo la consommation qu'on avait en 2017. Donc on n'est pas tant que ça dans une sorte de nouveau monde aujourd'hui, même si le transport aérien est à plat.
la consommation pétrolière mondiale continue d'être très dynamique et vous avez vu que les prix ont bien rebondi et que toutes les sociétés pétrolières sont de nouveau très rentables. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Bon, il y a un souci qui pourrait être lié donc aux voitures électriques. Si on regarde les usages du pétrole dans le monde en ce moment, vous voyez que le transport routier c'est 35%. Alors c'est vraiment cette part du gâteau en quelque sorte qui serait menacée par la transition vers les véhicules électriques. Potentiellement aussi un petit peu donc la production d'électricité avec si on la remplace par d'autres sources comme le gaz naturel par exemple. Après, bon, tout ce qui est chimie du pétrole, ça va pas trop bouger. Le transport aérien, transport maritime, là, il n'y a pas de substitution sérieuse possible au pétrole pour le moment. Et les autres secteurs, les autres usages industriels du pétrole non plus. Mais vous voyez qu'il y a quand même une part significative entre la route et l'électricité, qui est plus de la moitié des usages du pétrole dans le monde en ce moment. Alors à ce sujet, bon, mon opinion c'est que pour du relativement long terme, je dirais jusqu'à une échéance de l'ordre de 6-7 ans, il n'y a pas de souci à se faire. Les techniques au niveau des batteries électriques, les fonctionnalités des voitures électriques aujourd'hui ne sont pas vraiment compétitives encore avec la voiture thermique et je ne vois pas du tout ce mode de locomotion s'imposer avant de nombreuses années, en tout cas remplacer massivement les véhicules thermiques. Donc je continue de penser que pour les au moins 5-7 ans à venir, la demande mondiale en pétrole va continuer très dynamique, va continuer à croître et qu'on a devant nous un gros marché haussier sur les actions pétrolières dont on pourra profiter. À plus long terme, il faudra surveiller. Moi, je reste toujours nuancé, je ne suis pas du tout borné, j'ai rien contre les véhicules électriques. Je dis que simplement, personnellement, en ce moment, j'achèterai pas de voiture électrique parce que je trouve que la voiture thermique est plus intéressante, moins chère pour moi. Il y a quelque chose qu'il faudra surveiller de près qui s'appelle les solid state batteries. Donc, bon, c'est une avancée technologique dans les batteries hein, qui permet en gros à la fois d'avoir une densité énergétique de batterie un peu meilleure, surtout un nombre de cycles de charge beaucoup plus grand. On peut avoir jusqu'à 10 000 cycles de charge avec cette technique. Donc ça donne une durée de vie énorme aux batteries et bon, potentiellement aussi un temps de charge plus rapide. Alors jusqu'ici, la technique n'était pas vraiment maîtrisée à cause de croissance dendrites sur les électrodes qui mettaient la batterie hors d'usage assez rapidement. Les recherches progressent, on commence à trouver des solutions et vous voyez que Samsung, bon, il y a d'autres entreprises, pensent arriver au stade de la production de masse en 2027. Donc il faudra bien surveiller le développement de cette technologie. C'est tout à fait possible qu'à une échéance de 7 à 10 ans, elle soit suffisamment mature pour qu'on ait des voitures électriques vraiment intéressantes et qu'à ce moment-là, on ait un remplacement significatif d'une part de la consommation de pétrole mondiale par ce secteur des voitures électriques. Alors, ça ne va pas du tout régler le problème de consommation des énergies fossiles dans le monde parce que l'électricité, il faudra toujours la produire. On ne sait toujours pas stocker de façon efficace et peu onéreuse l'énergie intermittente produite par l'éolien et le solaire. Donc pour l'instant, c'est assez douteux. Si les voitures électriques venaient vraiment à s'imposer, ce qui serait à prévoir, c'est un boom du nucléaire. Donc ça, j'y crois aussi, investir pas mal dans l'uranium pour répondre à la forte hausse de la demande mondiale de production électrique non carbonée qui risque d'arriver. Donc voilà un petit peu le topo sur le pétrole. Alors maintenant sur le gaz naturel, c'est encore beaucoup plus simple. Vous voyez que donc le gaz naturel, c'est l'énergie, typiquement l'énergie fossile qui a le plus d'avenir, et là sans problème au moins sur un horizon de temps de 15 ans. Hein, on peut aller sur du très long terme. Vous voyez que lorsqu'on regarde la courbe de consommation du gaz naturel dans le monde,
Il y a une hausse parfaitement régulière depuis des décennies, hein. Il y a eu 26 COP contre les énergies fossiles entre-temps. Ça n'a évidemment rien changé à la situation et ça va continuer. Ce n'est pas les accords de Paris ou les déclarations de quelques bobos une fois de plus qui changeront quoi que ce soit. Vous voyez que même sur les dernières années, la consommation de gaz dans le monde s'accélère. En fait, c'est tout à fait logique parce que c'est l'énergie propre entre guillemets de transition qui est privilégiée par les pays émergents qui commencent à s'enrichir. Un pays émergent au début de son stade de développement, il démarre avec le charbon, c'est le plus facile à utiliser, c'est le moins cher. Et ensuite, quand il se rend compte que ça commence à beaucoup polluer l'atmosphère de ces villes, il passe au gaz naturel où là, il y a zéro ou quasiment zéro émission de dioxyde de soufre, de particules fines. Donc c'est une énergie totalement propre, mis à part le fait que ça émet du CO2, mais le CO2 n'a jamais été un polluant et ne perturbe absolument pas la qualité de l'air dans les grandes villes. Donc ça, c'est pour les pays émergents, c'est une solution idéale. Et quand on regarde les faits, vous voyez que la consommation de gaz naturel en Chine est en train d'exploser, hein. Vous avez la courbe ici, donc de 1965 à 2005, et vous voyez le rythme d'accroissement qu'on a en ce moment, hein. Donc là, il n'y a même pas eu d'effet Covid en Chine, il n'y a même pas d'inflexion de petites dents vers le bas, ça monte comme avant. Et bon, pour 2021, on prévoit une hausse de la consommation de gaz naturel en Chine supérieure à 8%. Donc pour le gaz naturel, hein, là on est sur un secteur qui à mon avis a tous les voyants au vert, qui est promis un brillant avenir et sur lequel les décisions des pays d'Europe de l'Ouest et États-Unis n'auront absolument aucun impact parce que toute la hausse de la demande mondiale ici est tirée par les pays émergents. Donc voilà pour ce petit point. Donc en résumé, hein, ne prenez pas vos décisions d'investissement en fonction des déclarations des écologistes ou de quelques fans de la transition énergétique en Europe de l'Ouest. Soyez modestes, hein, dites-vous bien que aujourd'hui, l'évolution du monde ne se fait plus en Europe de l'Ouest, ne se fait même plus aux États-Unis. Suivez ce qui se passe dans le monde émergent et vous aurez à ce moment-là la bonne réponse pour vos investissements.